les Américains ne sont pas du tout en train de se retirer. Au contraire, Trump est plutôt en phase militaire expansionniste dans beaucoup de domaines. Hier, on voyait qu'il était sur cette île là au large de Kaliningrad. Et cette fois, c'est le dôme doré. Son fameux dôme doré qu'il veut utiliser comme un instrument de puissance. Il propose que le Canada devienne le 51e État américain. Avec cet argument cette fois-ci, il veut faire partager son énorme bouclier antimissile qui est pour l'instant à l'état de projet. J'ai dit au Canada qu'il veut vraiment faire partie de notre fabuleux dôme d'or qui lui en coûtera 61 milliards de dollars s'il reste une nation séparée. Mais il ne lui en coûtera rien s'il devient notre cher 51e État. Ça, c'est génial. Il n'a pas compris. Il y a une excellente formule qui a été employée par le représentant permanent du Canada aux Nations Unies qui parle en effet, mon colonel, de raquettes de protection. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire le parallèle entre ces formules-là et ce qu'on a appelé au début de la contre-offensive ukrainienne sur le Donbass, de sanctuarisation agressive par la Russie de ce domaine-là. C'est-à-dire de dire on active la menace nucléaire si vous allez rechercher des territoires qui en fait vous appartiennent. Et là, on est exactement dans la même logique, un peu reformulée différemment, avec cette idée de se dire bon, on vous propose de devenir à nous, grosso modo, on vous annexe, et sinon la facture c'est 61 milliards d'euros, de dollars. Ce qui revient à choisir entre soumission et annexion, et on sait très bien que la soumission est plutôt le prélude de l'annexion qu'une alternative à l'annexion. Le pire, c'est que ça existe déjà, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont déjà intégrés défensivement dans un truc qui s'appelle le NORAD, qui est une organisation qui intègre les États-Unis et le Canada. Déjà. Et en fait, il dit ça, Trump, parce qu'il y a eu la visite du roi Charles au Canada avec toute la pompe, parce que le roi Charles, il fallait remonter 40 ou 50 ans en arrière pour avoir eu la reine qui venait ouvrir le Parlement. Et le Premier ministre libéral a exprès invité le roi pour montrer qu'effectivement, nous sommes, le chef de l'État, c'est un Anglais, et pour impressionner Trump, et pour lui passer un message extrêmement clair, nous sommes indépendants et nous le resterons. Si nous devons être attachés à quelqu'un, ça sera à la couronne britannique. Alors, et effectivement, écoutez, ils sont intégrés en fait. Oui. C'est déjà le cas. Écoutez, je vous ai des explications, mais effectivement, c'est très piquant d'entendre le nouveau Premier ministre canadien. Il est effectivement là, il parle à son chef d'État, même si c'est assez théorique. Moi, je connais mal le Canada, mais je suis pas sûr que la Windsor... Théorique, voilà, c'est théorique. En tout cas, il est là. C'est historique. Et il répond à Trump. Vous qui connaissez l'immobilier, vous savez qu'il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. Nous sommes assis en ce moment même dans l'un d'eux. Le palais de Buckingham que vous avez visité en est un autre. Après avoir rencontré les propriétaires du Canada au cours de la dernière campagne de ces derniers mois, nous savons qu'il n'est pas à vendre et qu'il ne le sera jamais. Il lui dit, vous qui connaissez l'immobilier, et Trump dit, oui, ça le touche, là. Il sait trouver le bon argument. Et surtout lui dire que la Maison-Blanche n'est pas à vendre. Non, mais je trouve que les Canadiens, alors qu'aux États-Unis, souvent, on les traite de mous, d'un peu trop gentils, ils ont très bien répondu depuis l'arrivée de Trump, à la fois politiquement, avec un certain nombre de, on va dire, politiques publiques, d'arrêter d'acheter, d'interdire sur des marchés publics, mais aussi juste les hommes politiques qui avaient été beaucoup critiqués, ont vraiment trouvé la manière de répondre à Trump, à la fois tout en finesse comparé à Trump, mais tout en disant ça suffit. Je rappelle que la dernière guerre entre les États-Unis et le Canada, c'est le Canada qui a gagné, en 1812. C'est vrai. Le Canada, avec l'Angleterre. L'Angleterre et le Canada, c'est la même chose à l'époque. Oui, non, mais les Américains ont essayé d'envahir le Canada. Mais ils ont perdu. Et ils ont même, les Anglais ont même brûlé la Maison Blanche. Même brûlé la Maison Blanche, absolument. Alors, voilà. Non, mais oui, mais encore une fois, cette proposition de Trump est absurde, puisque c'est déjà le cas. L'Union soviétique, pour envoyer des missiles, ou les missiles qu'on a vus tout à l'heure, russes, pour tirer sur les États-Unis, doivent passer par le pôle Nord et par le Canada. Donc, depuis, toujours, les Canadiens sont intégrés dans le système de défense antimissile américain. Expliquez-moi un bon deal, quoi, au passage. Expliquez-moi ce qui est en train de se passer au-delà de cet aspect un peu, parfois, ce deal qui peut parfois faire sourire, mais les États-Unis misent sur l'aspect militaire beaucoup plus que ce qu'on disait. On entendait beaucoup d'experts dire, il y a encore quelques semaines, Trump, le militaire n'est pas son affaire. Non. Trump met 1000 milliards sur la table pour le militaire. Il montre là qu'il est très intéressé par la dimension militaire. En réalité, les États-Unis continuent de parier avec intelligence
sur la guerre. Mais c'est parce qu'ils sont face à la Chine et c'est leur adversaire principal. Et la Chine, elle a investi énormément dans le militaire. La Chine, elle se prépare à la guerre. Et c'est aussi dans les domaines de l'espace, technologie de l'espace. Et c'est les Américains, avec tous leurs grands investissements, effectivement, ils sentent qu'ils sont menacés. Ils ont une vraie... vrai intérêt de mettre tout sur la table et de montrer leur puissance, encore une fois, qu'ils sont capables de se projeter, qu'ils sont là aussi pour protéger, mais si ça coûte quand même de l'argent, toujours. En Europe, regardez, pareil, il faut quand même qu'on augmente nos dépenses pour l'OTAN. Mais cette posture des États-Unis, malheureusement, qui rejoignent un peu de la vision du monde de Xi et de Poutine, c'est qu'on peut juste se départager les sphères d'influence par la force, par l'investissement dans la force, et c'est celui qui est le plus fort, qui gagne. Ludmilla, est-ce que c'est malheureusement ou est-ce que c'est heureusement? Est-ce qu'on doit rester dans l'état d'esprit de nos prédécesseurs, nos devanciers, qui quand même ont été aidés par Roosevelt, qui ont été aidés par toutes les... Les États-Unis ont toujours été une puissance impériale, mais il vaut mieux que ce soit la puissance impériale américaine plutôt que les Chinois ou les Russes. Bien sûr, évidemment, entre l'empire américain, moi je suis un vieux gaulliste, pas une vieille ganache, parce que ganache, ça veut dire un vieillard. J'ai regardé, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai regardé, je trouvais ça bien, ça faisait vieux colonel avec des bottes en cuir, ça m'allait parfaitement. Mais j'ai regardé dans le dictionnaire, et ganache, ça veut dire vieillard, imbécile et crédule. Vieillard, crédule, imbécile. Bon, non, mais... on parlait... Oui, la protection américaine, malgré tout, est-ce que ça reste, on a besoin de la protection américaine? Entre l'empire américain, l'empire chinois, l'empire russe, je dis tout de suite, évidemment, l'empire américain, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Enfin, si je veux aller enseigner dans une université, j'enseigne à Sciences Po, mais si je vais enseigner dans une université américaine, je me sentirais tout à fait à l'aise. À Shanghai ou à Moscou, beaucoup moins, si vous voulez. Bon, donc là, les choses sont extrêmement claires. Mais ce qui était intéressant sur le complexe militaro-industriel que vous avez décrit, et les dépenses, Trump va les faire passer à 1 trillion, donc 1000 milliards de dollars par an. Le budget de la dépense française, c'est 45 milliards à peu près. 50. Combien 50, ouais. 50 milliards. Si on compte les pensions. Si on compte les pensions, donc c'est plutôt 40. Et donc, ce complexe militaro-industriel, c'est ce qui permet de comprendre la politique américaine. Et c'est pas moi qui le dis. L'homme qui l'a dit, c'est Eisenhower, le général Eisenhower, celui qui a fait le D-Day, celui qui a été le commandant des forces américaines en Europe. Il a dit, il a été pendant 2 mandats président des États-Unis d'Amérique, et à la fin, dans son testament politique, il a dit, attention, méfiez-vous du complexe militaro-industriel, car il vous emmènera toujours plus loin. Un général, le président, il n'était pas démocrate, il n'était pas un communiste, il n'était pas un gauchiste, il était républicain. Une incarnation de cette volonté de puissance américaine, et eux misent là-dessus, il faut le reconnaître, on aime ou on n'aime pas les États-Unis, chapeau, parce que c'est le contribuable américain quand même qui paye tout ça. Le rider, je crois que c'est 1 milliard pièce. Là, on est au-delà des 100 millions du... Voilà. C'est très cher. Expliquez-nous à quel point ça incarne la volonté de puissance mondiale des Américains. Oui, alors c'est un futur bombardier. Il remplace le B-2 qui lui ressemble beaucoup. Qui sont des bombardiers furtifs et à très long rayon d'action. Alors, ça coûte effectivement une fortune. Là, on compte le B2, on est sur 1 milliard pièces pour un avion. Donc c'est absolument colossal. Mais ces avions sont furtifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller frapper n'importe où, presque n'importe où dans le monde, sans être détectés ou pas. Alors évidemment, c'est une sorte d'épée de Damoclès américaine qui peut frapper avec des armes nucléaires ou conventionnelles absolument partout, presque partout dans le monde. Et alors oui, les Américains réinvestissent en réalité un peu dans tous ces domaines stratégiques, ils réinvestissent même dans leur missiles. Quand on dit furtif, c'est indétectable? Oui, ça va faire la taille au radar. Peu détectable parce que faire la taille d'un avion, d'un oiseau, quoi. Et il faut pas oublier quand même qu'il y a eu avion furtif, je crois que c'était au-dessus de la Serbie d'ailleurs. Un F-117 qui a été abattu. Qui a été abattu, donc moi je me méfie toujours de... absolument indétectable. J'ai prélevé moi-même, Elisabeth, un petit bout de matériau composite, c'est comme du plastique, sur cette épave de cet avion qui avait été abattu. Oui, j'étais là, j'étais sous les bombardements américains.
Et donc voilà, donc ça fait partie, on parlait de la triade nucléaire, donc ça c'est l'élément, un des éléments aériens de la triade nucléaire. Donc les Américains sont très fiers, mais j'y reviens, ça coûte absolument, c'est colossal. Hein, c'est comme le Golden, le Dôme doré, c'est des dépenses tellement importantes. Mais c'est d'où l'augmentation budgétaire aujourd'hui. Enfin, oui, mais la modernisation du triade, entre autres. Si c'est rentable, c'est-à-dire investir dans des trucs qui, notamment pour le Dôme doré, qui vont pas servir à grand chose en réalité, c'est autant d'argent qui est retiré à d'autres aspects de la défense. Mais ils estiment que ça ruisselle ensuite sur toute l'industrie technologique américaine. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai, comme d'ailleurs le projet de la conquête de la Lune a fait progresser énormément l'informatique américaine. C'était l'armée américaine. C'est l'armée américaine au départ. Ces images, elles sont intéressantes parce qu'elles participent de la démonstration de force accentuée, accélérée que vous avez indiqué tout à l'heure par l'administration Trump. Et elles nous renvoient à la question que vous posiez initialement sur est-ce qu'il y a un changement réel de nature dans l'impérialisme américain. Et je pense qu'il c'est intéressant de s'interroger à comment il se traduit. Il a eu longtemps une forme un peu comptable on va vous présenter la facture et réglez-la comme vous voulez, achetez-nous du matériel, on s'arrangera. La facture, elle est plus économique aujourd'hui, elle est politique. Et c'est ça le message du Dôme doré et de l'annexion du 51e État canadien. C'est donc une vraie mutation de l'impérialisme américain qui ne cherche plus à avoir des dividendes économiques de sa puissance, mais qui cherche à avoir des dividendes politiques. Et c'est là où il faut peut-être un peu revenir à ce distinguo qui est vraiment essentiel parce qu'il change tout et qui nous ramène aussi à la dissonance qu'on avait tout à l'heure en parlant des exercices otaniens et Defender Europe qu'on montrait tout à l'heure. C'est qu'on se dit l'OTAN ça fonctionne, ça tourne, c'est interopérable, ok, très bien. Mais l'OTAN ça tourne quand il y a une décision politique, quand il y a un alignement et qu'on ne vient pas vous présenter une facture pour acheter la moitié de votre territoire ou la totalité de votre territoire et par ailleurs de votre population, de vos entreprises, etc. Dès lors que vous émettez la moindre hypothèse d'autonomie ou d'indépendance.